Mali, l'ADP Maliba, l'un des partis influents de la majorité présidentielle, a suspendu ses activités au sein de sa famille politique. Vous aurez les raisons de cette suspension dans cette édition. En République démocratique du Congo, l'ONU a invité ce jeudi les autorités à décrisper l'espace politique, et ce, à quelques mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et puis, alors que le président soudanais Omar El-Béchir est toujours recherché pour génocide par la CPI, il a été invité par le Rwanda à participer au 27e sommet de l'Union africaine. Nouvelle édition du journal sur Sika, bienvenue et bonsoir à tous. Au Mali, l'un des partis influents de la majorité présidentielle a suspendu ses activités au sein de sa famille politique ce mercredi. L'ADP Maliba dénonce une mauvaise composition du nouveau gouvernement et le non-respect des engagements pris par Ibrahim Boubacar Keïta lors de la campagne présidentielle de 2018. Alima Ben Touré pour le reportage. L'Alliance pour la démocratie et la paix, parti de la mouvance présidentielle, a suspendu ses activités au sein de sa famille politique ce mercredi. Mais pour quelles raisons? Le CE manifeste son soutien aux arguments constatant l'éloignement de la majorité présidentielle des engagements pris par celle-ci à l'endroit de nos compatriotes. Face à cette situation, et par respect pour le peuple malien auquel des promesses de changement ont été faites, le comité exécutif décide de suspendre sa participation à toutes les activités de la majorité présidentielle. L'ADP Maliba n'entend pas pour le moment rejoindre l'opposition. Pour l'instant, il n'est pas question d'aller dans l'opposition. Le parti entend mener des concertations tant au plan national qu'international avec ses membres afin de définir ses prochaines orientations politiques. Notons que ce parti, lors des présidentielles de 2013, a considérablement participé à l'accession d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Son départ du camp présidentiel pourrait se faire sentir lors des présidentielles de 2018. On reste au Mali où des jeunes patrouilleurs et des associations de la société civile de Gao marchent pour dire non à la loi sur les autorités intérimaires. Des événements qui ont fait 4 morts et une trentaine de blessés en 2 jours. Le président de la commission loi à l'Assemblée nationale lui soutient la dite loi et déplore un problème de communication. Il est au micro de Alima Ben Touré, notre correspondante sur place. Nous avons remplacer les délégations spéciales par les autorités intérimaires, mais en élargissant non seulement le nombre, mais aussi les compétences. Je pense qu'il y a eu un problème de communication. Si nous avions en tout cas expliqué à la population le bien fondé de cette loi-là et dans quel contexte elle doit être appliquée, et je pense qu'on n'en serait pas là. Et je pense aussi que le gouvernement doit faire en sorte de respect dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, comme je viens de citer ici en tout cas précédemment, c'est qu'il faudrait que les autorités intérimaires ne s'appliquent qu'aux structures non fonctionnelles. Et je comprends un peu la population de Gao qui pensait que, en fait, peut-être leur conseil communal, qui, je pense bien, fonctionne à hauteur de souhait, va être remplacé par une autorité intérimaire. En tout cas, si c'est ce que le gouvernement a voulu faire, je pense que le gouvernement peut-être s'est trompé. Il va falloir qu'il se ressaisisse et qu'il vienne dans l'esprit de la loi, qui est que la structure, une fois fonctionnelle, ne peut plus être remplacée par une autorité intérimaire. Dans le cadre de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, le Sénégal s'apprête à envoyer un contingent dans ce pays en proie à l'instabilité sécuritaire. À cet effet, le drapeau national sénégalais a été remis à cette troupe, la 4e déployée par le Sénégal depuis le lancement de la mission onusienne au Mali. Le contingent doit, selon le calendrier, quitter Dakar le 24 juillet prochain pour Bamako. Tchèque Berthe pour le point. Ce contingent est constitué de police de la gendarmerie. Fort de 175 officiers et sous-officiers, dont un peloton d'intervention, il est le 4e contingent d'unités sénégalaises en partance pour le Mali. Avant cette cérémonie, où ils ont reçu le drapeau national,
Ils ont suivi une formation de 8 semaines de préparation opérationnelle de pré-déploiement. Une préconisation indispensable de l'ONU. Ils ont suivi les modules spécialisés propres aux unités constituées de police ainsi qu'aux équipes spéciales. Ces modules leur ont donné l'occasion de remettre à niveau leurs aptitudes techniques et tactiques nécessaires à conduire des opérations de police, des plus basiques jusqu'aux plus complexes. Le Sénégal participe régulièrement dans les missions de paix et de sécurité de l'ONU. Le pays fait partie des 7 premiers contributeurs des troupes et des polices du monde. Ce contingent en partance pour le Mali sera basé à Bamako, la capitale, tout comme les 3 contingents sénégalais avant lui. Il va participer à la sécurisation des personnes et des biens et à la sécurisation des édifices publics comme ceux des Nations Unies. Avec un moral très haut qu'on va y aller, conscient du danger qui nous attend, parce que si vous suivez l'actualité, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait des événements au Mali. Nous en sommes conscients et nous mesurons la lourdeur de la tâche à sa juste valeur. Dans une résolution adoptée en début du mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'augmenter l'effectif des casques bleus de la MINUSMA et de les porter à un maximum de 13 289 militaires. En remettant les drapeaux aux désormais soldats de la paix, le général des brigades, commandant de la gendarmerie mobile, a appelé la troupe à la vigilance, car la volatilité de la situation au Mali est toujours d'actualité. En vue de créer des conditions favorables au dialogue politique, le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a invité ce jeudi les autorités congolaises à décrisper la situation. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, Maman Sidikou a invité l'opposition à ne pas attiser les tensions en faisant preuve de responsabilité dans l'exercice des droits et libertés afin d'éviter au pays de plonger dans une violence aux conséquences désastreuses. Fin novembre, Joseph Kabila a convoqué un dialogue national pour permettre l'organisation d'élections apaisées, une proposition perçue par la majeure partie de l'opposition comme un piège. À moins de 6 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila, le chef de la MONUSCO a exhorté la majorité et l'opposition à tout faire pour préserver l'ordre constitutionnel, la démocratie et les droits de l'homme. Toujours en République démocratique du Congo, la semaine de la journée mondiale de la population met l'accent sur l'adolescence. Au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, Diane Keita, la représentante de l'UNFPA, a expliqué les raisons de ce thème qui est investir dans les adolescentes. Elle invite cependant le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement à se focaliser sur l'élaboration des lois dans le domaine de la santé de reproduction, sur la gratuité progressive de l'enseignement primaire et enfin sur le renforcement des campagnes de lutte contre les mariages précoces. Diane Keita sur des propos recueillis par Yeyette Mavinga. Nous avons 24% de la population des jeunes filles entre 15 et 19 ans qui vivent déjà en union. Nous avons 27% qui ont commencé une vie féconde et procréative. Si vous faites la différence entre les chiffres, il y a 3% de jeunes filles qui ne sont donc pas en union et qui ont une vie féconde et procréative, et donc cela les contraint à quitter le système scolaire, entre autres choses. Et ce n'est pas dit que le système de santé les prenne en charge pour assurer leur bien-être. En RDC, également, la population jeune est estimée à 10 millions d'âmes. Donc un peu plus que la population du Bénin, tout un pays. Et par an, à peu près, il y a un peu plus d'1 million de bébés qui naissent en bonne santé. On ne parle pas des autres. Quel est le défi par rapport au développement économique et social d'un pays quand cette population est si grande et quand elle est si peu prise en compte? C'est le travail que le Fonds des Nations Unies ici, avec les autres agenceurs du système des Nations Unies, mène, s'assurer que les politiques nationales que le gouvernement met en place tiennent compte des lois nécessaires à protéger la jeune fille adolescente, premièrement, mais également des programmes concrets de terrain pour aller les trouver là où elles sont. Dans les zones qui ne sont pas des zones humanitaires, des zones de développement, pour qu'elles puissent accéder à la santé, et notamment à la santé sexuelle et reproductive, pour pouvoir avoir une vie décente, mais qu'elles puissent rester à l'école.
Ce journal se poursuit suite aux attaques meurtrières qui se sont déroulées à Juba la semaine dernière. Les centres d'accueil de réfugiés ougandais situés près de la frontière avec le Soudan du Sud s'apprêtent à recevoir un flux de réfugiés. Cependant, avec la fermeture de la frontière Ouganda-Soudan du Sud et l'insécurité de la route, l'affluence n'est pas vraiment au rendez-vous dans les centres destinés à les accueillir. Plus de précisions à travers ce reportage. Effrayés par les combats meurtriers qui ont secoué la capitale sud-soudanaise la semaine dernière, des milliers de Sud-Soudanais attendaient ce mercredi de franchir la frontière avec l'Ouganda. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 20 000 personnes sont bloquées du côté sud-soudanais. Par ailleurs, selon un responsable ougandais chargé d'enregistrer les réfugiés, avant les combats, le nombre d'arrivants a diminué, passant de 200 chaque jour à 100 depuis vendredi dernier. Since this clashes started in southern Sudan, the numbers tremendously reduced. Depuis que les affrontements ont commencé au Soudan du Sud, le nombre a énormément chuté, passant de 200 à 250 par jour à un peu moins de 150. Mais je sais que les raisons sont l'insécurité près de Juba, la rue Nimoulé. Si c'est résolu, nous recevrons sûrement entre 10 000 et 15 000 réfugiés d'un coup. We are likely to get between 10,000 to 15,000 refugees coming in at a go. Situé à 200 km au sud de Juba, rien ne garantit que la fameuse frontière sera ouverte un jour. Pour l'heure, les soldats sud-soudanais ne laissent passer que quelques rares personnes après les avoir dépouillés de tous leurs biens. Pour rappel, le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, est déchiré depuis décembre 2013 par une guerre civile marquée par des massacres interethniques et qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et près de 3 millions de déplacés. Un accord de paix a été signé le 26 août 2015 entre le gouvernement et les rebelles, mais cela n'a pas empêché les violences de se poursuivre dans plusieurs régions. Recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, le président soudanais Omar el-Béchir est le bienvenu au Rwanda où l'Union africaine l'a invité à participer à son 27e sommet à partir de dimanche prochain. C'est du moins ce qu'a annoncé ce jeudi la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, et n'a donc aucune obligation ni aucun droit d'arrêter Omar el-Béchir, a affirmé Louise Mushikiwabo lors d'un point de presse à Kigali en marge des réunions préparatoires au sommet. Elle a qualifié de distraction la demande adressée il y a 2 jours à son gouvernement par la Cour pénale internationale lui demandant de l'aider à arrêter le président soudanais. 2 mandats d'arrêt, rappelons-le, ont été lancés par la CPI contre le président soudanais Omar el-Béchir en 2009, qui continue toutefois de voyager dans de nombreux pays, dont certains sont signataires du statut de Rome. Pour finir, au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, chef de file du mouvement citoyen contre le président Robert Mugabe, a été libéré ce mercredi à Harare sous les acclamations de ses supporters. C'était au lendemain de son arrestation et après une décision de justice rejetant l'inculpation de tentative de renversement du gouvernement. Les précisions. Après une journée riche en rebondissements, Evan Mawarire est sorti libre du tribunal d'Harare, arborant le drapeau zimbabwéen, devenu le nouveau symbole de la résistance au régime Mugabe. Arrêté mardi, après s'être présenté de son propre chef à la police qui l'avait convoqué, le juge a déclaré que sa détention est illégale dans la mesure où la procédure judiciaire n'a pas été respectée. Evan Mawarire, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, s'est rapidement fait un nom en postant en avril une vidéo dans laquelle il dénonçait l'incurie et la corruption du régime de Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. Ce pasteur baptiste de 39 ans a lancé le mouvement anti-Mugabe très actif sur les réseaux sociaux. Il a aussi réussi à fédérer la frustration croissante de la population face à la grave crise économique dans laquelle le Zimbabwe est embourbé depuis le début des années 2000. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.